Bonjour, mon nom est Stéphane Meder et je suis un archéologue allemand. Bien que je ne parle pas bien le français, j'ai eu l'honneur de donner une conférence le 1er décembre 2023 à l'occasion du 150e anniversaire de la Société archéologique du Finistère à Quimper. Avec les autres présentations, cette contribution sera également publiée par la SAF sous forme écrite. En ce qui concerne la datation de la dalle gravée du tumulus de Saint-Bélec, la présente version est un peu plus détaillée. Le titre était « Des pierres qui parlent » ou « Un regard humaniste sur le mégalithisme ». Dans le cadre de cet anniversaire, je tiens à vous remercier toutes et tous de me donner l'occasion de partager avec vous aujourd'hui un point de vue à la fois traditionnel et novateur sur quelques phénomènes mégalithiques de Bretagne en général et du Finistère en particulier. En même temps, il faut indiquer de ne pouvoir donner aujourd'hui qu'un bref aperçu d'un champ thématique aussi vaste. Chacune des diapositives que je vais vous montrer pourrait faire l'objet d'un cours approfondi, y compris la page de titre. Dans la première moitié, je préparerai le terrain avant de laisser les pierres s'exprimer elles-mêmes dans la seconde moitié. Tout d'abord, je commencerai par un bilan de l'orientation actuelle de ma discipline propre. Celle-ci est et reste, à mon humble avis, une science humaine forcément dans un sens humaniste. Laissons un instant la parole au capitaine de vaisseau Alfred Devoir. Rares sont les hypothèses archéologiques qui ont pu devenir des certitudes. Trop nombreuses, par contre, celles qui, passant à l'état des dogmes, constituent de sérieux obstacles au progrès. Ce n'est pas à un rêveur ésotérique que nous devons cette appréciation. Elle est toujours d'actualité, même et surtout dans le domaine de la recherche archéologique sur les mégalithes. Alfred François Devoir était né en 1865 à Lorient et y a décédé en 1926. Parmi d'autres fonctions prestigieuses, il était membre de la SAF. Une autre de ses observations a été l'élément déclencheur d'une prise de conscience sur laquelle nous reviendrons plus tard. Qu'est devenu d'une discipline souvent idéalisée dans les représentations populaires, c'est-à-dire de l'archéologie? Pour résumer de manière un peu provocante, c'est devenu un bassin de requins avec des manières plus ou moins cultivées. Comme vous pouvez l'entendre, je viens d'un pays où les interdictions de pensée ont été imposées il y a environ 3 générations de manière encore plus complètement que c'est le cas dans les dictatures perverses qui fleurissent actuellement. C'est dans ce contexte historique et dans un contexte chrétien beaucoup plus large que j'ai appris à remettre en question quelques dogmes et interdictions de pensée dans ma propre discipline. En général, les territorialismes académiques et institutionnels ressemblent parfois encore aujourd'hui au comportement territorial et hiérarchique de nos cousins simiens et d'autres animaux grégaires. Par conséquent, le souhait d'objectivité scientifique reste un vœu pieux jusqu'à nouvel ordre. À l'occasion d'un documentaire sur les mégalithes de Karnak, diffusé en 2022, une voix du public a esquissé comme suit une critique des priorités archéologiques concernant le mégalithisme actuellement en vogue. C'est un peu si on étudiait un livre en étudiant non pas le contenu, mais l'épaisseur des pages, le type des polis d'écriture, la qualité de l'encre, etc., sans jamais s'intéresser au réel contenu du livre. En tant qu'archéologue, je ne peux pas être d'accord avec toutes les critiques de M. Leplat, mais il décrit un fait fondamental avec beaucoup de justesse. Peut-être pour quelques-uns parmi vous aussi, pour moi définitivement, les questions « pourquoi » sont au moins aussi pertinentes que celles comme « quand » ou «
quoi, comment et combien. C'est la dimension humaine et donc toujours aussi irrationnelle, la recherche de concordance et de continuité interculturelle qui fascine bien plus que le énième affinement d'un tableau typologique, des orgies de descriptions sèches ou de statistiques forcément lacunaires. Un des interdits de pensée actuels en archéologie sur le néolithique en Bretagne consiste à ignorer, sinon rejeter prophylactiquement, toute approche qui prendrait en compte les indicateurs pour des observations ciblées du ciel comme facteurs pour le placement, la construction et la décoration de lieux de culte et d'installations funéraires. C'est ce qui se passe également dans le documentaire télévisé mentionné. Je suis heureux que M. Leplat m'a quasiment ôté les mots de la bouche encore une fois. Citation. Dans ce film, la notion de l'astronomie est totalement boycottée. En 1805, Jacques Cambry résumait ainsi ses impressions sur les alignements de Karnak dans son magnum opus. Ce monument sans doute appartenait à l'astronomie. Il étoile un thème céleste dont il est difficile de donner le plan et de saisir tous les rapports. Ce point de vue est largement discrédité en archéologie en raison d'un enchevêtrement de facteurs inextricables ici et maintenant. En tant que bon étudiant allemand, je n'ai pas remis en question les critiques acerbes de mes professeurs pendant des années. En plus, j'ai chanté sans réfléchir avec le chœur des sceptiques contre tout et tous, sauf contre leurs propres préjugés. Heureusement, même au sein de l'archéologie, des voix se sont régulièrement élevées pour prendre parti en faveur du principe d'impartialité. L'une de ces voix modérées est celle de Charles Tanguy Leroux, qui était conservateur général du patrimoine de Bretagne et qui est un fils de cette ville. C'est à lui qu'on doit l'appréciation suivante. L'astronomie mégalithique semble pour l'instant être revenue dans le creux de la vague, mais pourquoi pas dans l'attente d'une nouvelle approche? Peut-être, après tout, l'intuition de Cambry était-elle la bonne? Plutôt que de rechercher des orientations précises sur des architectures finalement assez floues, ou de torturer des données avec des outils mathématiques hors de proportion avec les connaissances que l'on peut raisonnablement supposer aux bâtisseurs de mégalithes et sans doute totalement étrangers à leur univers mental, ne vaudrait-il pas mieux raisonner en termes de valeur symbolique accordée à tel ou tel secteur de l'horizon sur la base d'une cosmologie qui a certainement existé, même si les clés nous en sont pour l'instant perdues. Dans ce sens plus tolérant et constructif, je me permets de vous présenter l'un des fondements de toute cosmologie dans l'hémisphère nord. Je ne peux guère exprimer mon étonnement que ce soit à moi qu'il revienne de rétablir un fait si fondamental que la signification culturelle du seul point fixe du firmament nocturne pour toute forme d'orientation et de navigation. La démarche s'est basée sur un principe largement répandu et transcendant les époques. Des centralismes cosmologiques et philosophiques, le plus connu étant la vision géocentrique du monde, scientifiquement démystifiée. Ces concepts considéraient des centres du pouvoir, des montagnes, des constructions rituelles, des peuples, des personnages, etc. sur Terre, comme le reflet de la région polaire céleste. Ce principe est attesté de la Chine à l'Amérique du Nord, en passant par l'Inde, la Mésopotamie et l'Égypte. De telles observations, parmi d'autres, ont conduit à l'hypothèse suivante. En ce qui concerne l'orientation spatiale, la navigation, la mesure du temps, ainsi que les aspects fondamentaux des visions du monde et des pratiques funéraires, c'est-à-dire des cosmologies, le centre apparent et constamment errant du cosmos, le pôle céleste nord, et les astérismes circumpolaires,
les plus marquants ont joué un rôle significatif également au néolithique européen. En 2021, une équipe de jeunes collègues a publié un article avec le titre La carte et le territoire, la dalle gravée du bronze ancien de Saint-Bélec, le 1 Finistère, dans votre région. L'un des deux initiateurs de l'étude est notre collègue Yvan Paillet, qui travaille à l'Université de Brest. Dans cette étude, différentes caractéristiques d'une dalle de pierre provenant d'un tumulus de l'âge du bronze ancien, le tumulus de Saint-Bélec, près de Le Mans, sont interprétées comme une carte topographique. Contrairement à de nombreuses autres interprétations cartographiques de découvertes archéologiques, cette interprétation n'a pas été ignorée ou ridiculisée jusqu'à présent, mais figure même sur le site du Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Je salue tout à fait cette évolution et me permets seulement de vous présenter aujourd'hui un autre des niveaux de signification de la dalle de Saint-Bélec. On sait depuis longtemps que ce que l'on appelle des mégalithes ont été réutilisés et transformés pendant des siècles, voire des millénaires. La pierre de Saint-Bélec, de toute apparence, ne fait pas exception à la règle. Les choses s'accélèrent à partir d'ici et deviennent un peu plus maritimes. Selon une interprétation de deux éminentes autorités dans le domaine de l'art néolithique, les professeurs Alastair Whittle et Serge Cassen, nous sommes en présence ici de la tête d'une baleine en général et d'un cachalot en particulier. Selon messieurs Nicolas et Paillet et Ali, cette silhouette correspond à une enceinte hypothétique. Pour l'instant, j'aimerais simplement attirer votre attention sur la disposition trapézoïdale des quatre petites cupules anthropogènes et sur leur positionnement par rapport aux gravures encerclées d'une crosse et d'une lame de hache. Sur la photographie générale sont marquées les 5 cupules les plus grandes et les plus profondes qui ont des parallèles étroits sur la dalle de couverture de la chambre centrale du tumulus Saint-Michel à Carnac. Dans une même situation funéraire, exceptionnelle et centrale comme dans le plus fameux tumulus Saint-Michel, nous sommes confrontés sur la dalle de Saint-Bélec à une carte encore plus détaillée, mais loin d'être unique en Bretagne, de la région circumpolaire environ vers 5000 avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe quand on essaye un réglage fin de la motion du point polaire par le logiciel Stellarium? Vers 4600 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire environ 400 ans après que l'axe de rotation de la Terre est pointé vers l'étoile polaire HIP 73 909, les angles entre les cupules ABE et FEG reflètent avec précision la réalité du firmament nord. Les concordances sont évidentes et reflètent la réalité de l'époque avec plus de précision, du moins, que n'importe laquelle représentation astronomique en Europe chrétienne connue entre la fin de l'Antiquité et la Renaissance. Ici, vous voyez l'intégration de la disposition représentée sur la dalle de Saint-Bélec dans les constellations de la tradition gréco-romaine, plus le cachalot et la crosse. Il est évident que les étoiles les plus brillantes situées autour du pôle, non étoilées à l'époque, sont incluses. Je me permets seulement de vous montrer cet exemple du Morbihan, parce que le soi-disant cachalot, avec son souffle coupé, y est représenté au-dessus d'un capridé, d'un bovidé et d'un petit anthropomorphe. B, parce que nous avons là
un autre exemple de la manche de la grande casserole, la partie de la grande ours, représentée correctement par des cupules comme sur la dalle de Saint-Bélec. Peut-être vous souvenez-vous du petit trapézoïde de cupulette à l'intérieur de la tête de baleine, apparemment farfelu sur la dalle de Saint-Bélec. L'une des raisons pour lesquelles un prétendu cachalot est représenté ici à Gavrini, au-dessous des habitants de la terre ferme, est que cette silhouette abstraite est rien d'autre qu'un simple trait autour des étoiles circumpolaires les plus visibles de la grande ours et d'une étoile des chiens de chasse vers 4600 avant Jésus-Christ. La même silhouette se trouve gravée sur le grand menhir brisé à Locmariaquer. Ces motifs abstraits ont été communément appelés hache-charrue depuis le début du XXe siècle, d'après M. Zacharie Le Rouzic. Les concordances de proportion entre le trapézoïde de la grande casserole et la tête des soi-disant cachalots gravés sont-elles le fruit du hasard ou de mes désirs personnels? Vous le pensez peut-être encore. Mais heureusement, il existait une autre espèce de ce cachalot tout à fait pratique et raisonnable à plusieurs niveaux. Ici, l'exemple 1 du dolmen de Mané-Ritual à Locmariaquer pour le cachalot à tête triangulaire qui inclut tout simplement l'étoile brillante Psi ours majeur ou 52 oursin majeur. La taille de la tête triangulaire par rapport à la nageoire caudale asymétrique est une fois de plus en accord évident avec les conditions du firmament néolithique au-dessus de la Bretagne. Comme sur le deuxième exemple du Mané-Ritual, on voit ici, et pour retourner en Finistère sur un rocher posé à Bezec-Cap-Sizun. J'ai eu l'honneur de publier ce rocher, ses gravures et leurs implications dans votre bulletin pour l'année 2021. Pour être juste, il faut préciser que l'actuel nestor de l'archéologie néolithique dans le Morbihan, le professeur Serge Cassen de l'Université de Nantes, a noté par télédiagnostic que cette gravure ressemblait plutôt aux traces de griffes d'un engin de chantier. Sans commentaire de ma part. Ce type de silhouette a manifestement revêtu une immense importance symbolique au 5e millénaire avant Jésus-Christ, apparemment en raison des répercussions mésolithiques. Sinon, pourquoi l'aurait-on utilisé dans des projets architecturaux de grande envergure? Ici, aux alignements de Landoudec détruits au XIXe siècle, nous rejoignons à nouveau le pionnier Alfred François Devoir, déjà mentionné. En 1911, il constate les concordances du plan de base des alignements de Landoudec avec le motif de la hache-charrue ou le cachalot. Les plans documentés de longue date parlent toujours assez clairement d'eux-mêmes. On voit ici une projection sur le terrain actuel. Et ici, vous voyez le carré de la tête, la courbure du souffle, le corps allongé et la nageoire caudale longue. Dans les restes des alignements de Thiarcouré à Kerkoleoch, à Crozon, une partie des éléments essentiels de la silhouette emblématique se laisse également deviner. La tête trapézoïdale, l'arc du souffle, le corps allongé et une moitié de la nageoire caudale. Toutefois, il faut effectivement s'élever dans les airs pour comprendre simplement la transposition architecturale de la silhouette du cachalot en une construction rituelle.
ou bien consulter au moins le plan du site publié par Paul du Châtelier en 1883. D'autres indices du fonctionnement de cette hypothèse, qui n'est franchement plus trop audacieuse, peuvent également être évoqués dans votre région sous la forme des vestiges des alignements de l'Agatchar à Camaret-sur-Mer. Là, en comparaison avec les découvertes de Landoudec et de Thiers-Curé, une partie de la ligne dorsale, la partie supérieure de la nageoire caudale, deux sections de l'arc de souffle et un court morceau de la ligne ventrale d'une immense représentation du cachalot céleste, y compris les restes d'une voie processionnelle, sont conservés. On pourrait facilement vérifier ou falsifier cette hypothèse par des analyses géomagnétiques en localisant les trous creusés pour les stèles disparues. La même approche pourrait même permettre de reconstruire l'ensemble aussi impressionnant de Landoudec. Pour en finir progressivement, j'aimerais vous présenter une seule des assemblages de pierres du Morbihan dont la signification n'est pas non plus encore comprise, le champ des menhirs du Moustoir à Carnac. Vous voyez également ici un plan de base avec la tête, le corps, la nageoire caudale et l'arc du souffle d'une créature mythologique abstraite. Nous retrouvons ici le trapèze à l'intérieur de la tête poissonneux en forme de petite cupulette sur la dalle de Saint-Bellec. La date de Saint-Bellec et le champ de menhir du Moustoir ne sont que deux exemples de ces pierres parlantes, quasiment des Rosetta Stones, qui racontent une histoire captivante entre archéologie, mythologie, cosmologie et astronomie. Les implications de ces simples observations sont trop nombreuses pour les énumérer toutes dans le temps imparti. Que vous soyez prêt ou non à prendre en compte les concordances évidentes entre des silhouettes des cachalots abstraits, soit gravées, soit construites, et un archétype dans le ciel du Nord, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir garder un seul point en mémoire. Les plans des alignements de Landoudec, de Thiers-Curé et l'Agatchar, peu étudiés jusqu'à présent par les archéologues, repose selon toute apparence sur le même plan de base. Un sanctuaire quadrangulaire, une annexe en forme d'arc qui lui est accolée, une sorte d'esplanade, une voie processionnelle et un nageoire caudale, entre guillemets, à peu près perpendiculaire à cette dernière. En plus, peut-être vous souvenez-vous que dans le christianisme, nous acceptons comme tout à fait compréhensible une analogie similaire entre un symbole puissant et sa réalisation architecturale. L'instrument de torture et de mise à mort qu'est la croix, qui constitue le plan d'innombrables églises du Moyen Âge à l'époque moderne. En fait, vous avez dans votre région, en presqu'île de Crozon, un trésor patrimonial, scientifique, mais aussi touristique, sous la forme de trois cathédrales du néolithique, entre guillemets, qui ont des parallèles avec le même plan de base sous la forme de plusieurs alignements à Carnac dans le Morbihan. Premièrement, les alignements de Kerlescan, 2. Le champ de menhir du Moustoir, 3. Le quadrilatère de Magno, 4. Le tumulus de Magno. Il m'est désagréable de devoir souligner que les phénomènes cycliques du firmament étaient des facteurs au moins aussi déterminants pour la vie de l'homme préhistorique que la topographie, le climat, la flore et la faune. Il est encore plus gênant de devoir souligner que les scans reposent essentiellement sur les premiers. Dans ce contexte, devrons-nous entendre jusqu'à la Saint-Glinglin que des prédécesseurs des Bretons avaient mieux à faire que d'observer le ciel?
Même et surtout à l'ère des fake news et des faits alternatifs, le déroulement de l'histoire des sciences jusqu'à présent suggère qu'un scepticisme non informé devrait être remis en question de manière aussi rigoureuse qu'une crédulité sans critique. Mais pour cela, il faudrait bien sûr d'abord un esprit scientifique, c'est-à-dire sans préjugés, et, encore plus rare, du courage. J'aimerais conclure par une devise de Publius Terentius Afer, un poète de comédie du IIe siècle, qui me semble être une base au moins aussi prometteuse pour l'archéologie préhistorique qu'une bonne dose de scepticisme. Homo sum humani nihil ame alienum puto. Je suis un homme, rien d'humain ne m'est donc pas étranger. Merci beaucoup pour votre attention. Bien, je remercie vivement cette appel pour exposer des théories, des réflexions. On sait qu'il y a des réflexions en cours en permanence sur l'interprétation des livres, ce qui des livres est argumenté, et ce qu'on a discuté tout à l'heure.